Alors, les remerciements habituels, mais sincères, aux organisateurs, Alain Pariente, Florent et Nicolas Grosper. C'est vrai que c'est un projet qui a mis un petit peu de temps à aboutir, mais finalement on y est et on va enfin pouvoir surtout s'appuyer sur ce nouveau régime de responsabilité et ce nouveau texte. Alors de grands remerciements à Florent Gaulier-Commu, l'occasion pour moi de dire publiquement le grand regret qui sera le mien durant toute ma carrière, de ne pas avoir pu me libérer pour participer à ta soutenance de thèse. Donc là, c'est dit. Petit mot également en lien avec ce que tu as dit, Alain. Tu disais, tu espères être plus éclairé en cette fin de journée sur ce qui nous attend avec ce nouveau régime de responsabilité financière. Je n'en suis pas aussi sûre que toi. Et donc, le titre de cette intervention, encore plus, il me revient de présenter le régime. J'ai de la chance, j'ai le droit de le critiquer aussi, puisque c'est dans le titre « Présentation et analyse critique du nouveau régime de responsabilité financière ». J'ai failli arriver un petit peu en retard tout à l'heure parce que j'ai reçu une extrémiste avant de quitter ma chambre d'hôtel, le rapport public annuel dans ma boîte mail. Je voulais absolument y jeter un œil pour voir 40 ans de décentralisation. Est-ce qu'on va y parler des chambres régionales des comptes alors qu'elles ont été créées avec la loi du 2 mars 1982 ? Est-ce qu'on va exprimer peut-être un regret ou en tout cas une observation sur la suppression des compétences juridictionnelles de ces chambres ? Alors, je l'ai survolé, hein, je dois vous avouer que je n'ai pas vraiment eu le temps d'approfondir, mais selon la première recherche que j'ai pu en faire, silence radio. Il n'y a pas une ligne sur finalement cette réforme et ses incidences sur les chambres régionales des comptes, j'y reviendrai probablement. Alors, lorsqu'on lit l'ordonnance du 23 mars 2022, on a pour certaines de ces dispositions un sentiment, en tout cas une impression d'habitude. Cette impression d'habitude, elle nous vient de la loi de 1948, parce que, effectivement, l'ordonnance du 23 mars 2022 emprunte beaucoup des dispositions de ce texte. On y retrouve une liste d'infractions plus étoffée, différente, avec quelques suppressions et surtout une infraction générique qui a été introduite, la première d'entre elles, la faute grave combinée au préjudice financier significatif, j'y reviendrai. On y trouve également, quasiment à l'identique, on peut dire, une liste des personnes justiciables, mais surtout une liste des personnes non justiciables. Et on y trouve également la liste des personnes habilitées à saisir la Cour des comptes, même plus étendue que ce qui était prévu en 1948, puisqu'on y a même ajouté les commissaires aux comptes, ce que j'avais fait apparaître à certains commissaires aux comptes qui n'avaient même pas vu passer la disposition. Alors, un sentiment d'habitude, une impression d'habitude lorsqu'on ouvre ce texte qui conduit à une première observation qui va un petit peu être le fil rouge de cette intervention et de celle que nous aurons également la semaine prochaine, puisqu'avec Nicolas, mardi prochain, pour le comité d'histoire, nous intervenons également pour faire un bilan à la fois de la CDBF et de la RPP. Et ce fil rouge, c'est le sentiment, lorsqu'on lit ce texte de 2022, d'avoir une subjectivisation de l'office du juge des comptes qui se met en place. Cette subjectivisation, elle était bien évidemment attendue parce qu'on a trop souvent finalement reproché au juge des comptes d'être déconnecté des réalités comptables dans les décisions qu'il pouvait prendre. Alors, bien évidemment, tout était ficelé, en tout cas au début du XXe siècle, XIXe siècle, avec cet adage qui progressivement s'est implanté, le juge des comptes juge les comptes des comptables publics, qui n'existait pas dans la loi de 1807, qui apparaît progressivement, et qui va ficeler un petit peu toute la jurisprudence, ce qui va conduire à ce que ce régime de responsabilité, alors d'abord des comptables publics, et à partir de 1948, des gestionnaires publics, des administrateurs publics, à se façonner à la fois sur la base de la jurisprudence, du juge des comptes, du Conseil d'État, de la Cour européenne des droits de l'homme, et par le législateur qui, le plus souvent, va reprendre à son actif un certain nombre d'éléments jurisprudentiels qui seront positionnés, voire à l'anticiper, notamment, on en a parlé avec la réforme de 2011. Alors, sur la voie de cette subjectivisation, il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels on peut s'arrêter. Tout d'abord, on va s'arrêter sur le panel des infractions sanctionnables.
je viens de le dire, il y a cette infraction générique qui va soulever beaucoup d'interrogations, qui va faire probablement couler beaucoup d'encre aussi sur cette notion de préjudice financier combiné, sur cette notion de faute grave combinée au préjudice financier significatif. Alors, le préjudice financier, le juge des comptes en a maintenant l'habitude. On a une jurisprudence qui s'est établie, on a le Conseil d'État qui est passé par là, on a un mode d'emploi premier qui nous est fourni notamment de manière assez précise avec les décisions du Conseil d'État du 6 décembre 2019. Il s'agira bien évidemment de préciser tout cela. Mais ce qui va bien évidemment poser problème, c'est la combinaison de ces deux notions. Là, pour le coup, la France est allée bien au-delà de ce qu'on pouvait constater si on fait une approche en termes de droit comparé, de ce qui se pratique au niveau des États comparables. Dans l'analyse comparée, il y a 3 États européens qui peuvent retenir notre attention, c'est l'Espagne, l'Italie et le Portugal, si je me contente de l'Europe. Déjà, la France présentait cette particularité à laquelle l'ordonnance a mis un terme, c'est de supprimer la dualité de juridiction. Nous étions en Europe le seul pays à pratiquer encore une répartition du contentieux entre 2 juges, la Cour des comptes d'un côté, les CRC, la CDBF de l'autre. Et c'était effectivement un réel problème, pas uniquement un cas d'école, avec des risques évidents de contrariété entre les décisions rendues par la Cour des comptes d'un côté et celles rendues par la CDBF de l'autre. On y a mis un terme, on a unifié le contentieux, on a mis en place un seul juge pour juger les comptes et examiner la gestion publique. Et on a identifié une faute grave, en tout cas pour l'infraction générique. Cette faute grave, elle permet d'éviter, en tout cas c'est ce qu'on espère, de paralyser l'action publique, d'éviter finalement d'aller chercher des fautes vénielles, si je puis dire, mais en tout cas qui ne supposent pas de faire intervenir une collégialité de juges pour le sanctionner. Sur ce point, on peut se comparer aux 3 pays que je viens de citer, sauf qu'en France, on a choisi encore de se singulariser. Et on a choisi d'ajouter une dimension supplémentaire, c'est-à-dire que pour que la faute grave soit sanctionnée, il faudra qu'elle ait occasionné un préjudice financier significatif. Alors, pas un simple préjudice, un préjudice financier. Si on compare avec l'Italie, en Italie, il est possible de sanctionner tout dommage, quel qu'il soit, il n'est pas forcément financier, et on a déjà vu le juge italien sanctionner l'atteinte portée à l'image de l'administration. Nous, en France, on a serré, on a établi un entonnoir dans lequel on va devoir s'engouffrer. Et effectivement, ce sera uniquement un préjudice financier dont il s'agira effectivement de déterminer le cadre, l'évaluation, et il devra être significatif. Le texte précise déjà que ce caractère significatif pourra être apprécié à la fois en tenant compte du budget de l'entité concernée ou du service, c'est-à-dire qu'on va pouvoir adapter véritablement l'approche de cette faute grave en fonction du budget. Si je prends le cas d'une université, on aura le président de l'université pour le budget de l'université, et puis à l'intérieur, on aura les responsables de composantes pour leur propre budget. Donc, on va pouvoir effectivement préciser un petit peu tout cela. Bien évidemment, beaucoup d'interrogations vont en résulter. Il s'agira de voir que va faire le juge des comptes de cette notion. Il s'agira de voir, merci. Il s'agira de voir, oui, c'est vrai que je pense que ça va un petit peu mieux. Il s'agira de voir en définitive quelle sera la vision française de ces marges de manœuvre qui seront à la disposition du juge financier. Qu'est-ce que sera ce caractère significatif? Autre infraction sanctionnable, le spécialiste, on l'a à cette tribune, Émilien, la gestion de fait. Alors la gestion de fait, on est en principe en terrain conquis. La jurisprudence de la Cour des comptes depuis 1834, Ville de Roubaix, nous a fixé le cadre juridique de cette gestion de fait, qui a évolué bien évidemment, mais qui présente cette particularité. C'est la seule infraction parmi celles qui sont citées qui permettra d'engager la responsabilité de tous les gestionnaires sans exception, y compris les ministres, y compris les élus locaux. Et c'est probablement ce qui fait l'intérêt qu'on va porter à cette notion, parce que alors que le texte, je l'ai dit en débutant, fixe une liste de personnes qui ne seront pas justiciables, reproduisant finalement ce que l'on peut regretter du texte de 1948, c'est-à-dire d'avoir exclu, pour des raisons diverses et variées, sur lesquelles beaucoup de choses ont déjà été écrites,
d'avoir exclu les ministres et d'avoir exclu les élus locaux, là, ils peuvent se faire rattraper, comme c'était déjà le cas avant. Ils pouvaient déjà être condamnés pour gestion de fait. On a déjà eu un cas d'un ministre sanctionné pour gestion de fait. Alors, le parquet avait été audacieux en 2017, avait tenté d'engager la responsabilité de 5 autres ministres. Ça n'a pas été remporté, ça n'a pas remporté de succès, mais en tout cas, voilà, c'est une voie d'action prometteuse de nature à donner au contentieux financier une réelle effectivité. Et pour les universitaires de service que nous sommes, c'est un point sur lequel nous allons accorder bien évidemment une attention importante. Autre infraction que je voudrais lister, je ne vais pas citer, il y en a 10, je ne vais pas toutes les citer, mais au moins celles qui me semblent les plus intéressantes, porteuses en termes de contentieux, c'est l'avantage injustifié. L'avantage injustifié procuré, alors de par le texte de 1948, c'était limité à autrui, c'est étendu avec l'ordonnance à soi-même et à une personne morale. Alors, ça ne veut pas dire qu'avant, il n'était pas possible de sanctionner l'avantage injustifié attribué à soi-même. Il était juste possible de le faire en s'appuyant sur les autres dispositions de la loi de 1948, mais au moins, voilà, c'est plus clair. On est en capacité de sanctionner. Ce qui a disparu par rapport au texte de 48, c'est la tentative. On ne pourra plus sanctionner la tentative. On ne pourra sanctionner finalement que ce qui est avéré. Et la restriction qui apparaît dans le texte en 2022, c'est qu'il faudra qu'on puisse en déduire un intérêt personnel direct ou indirect. Bien évidemment, l'ensemble de ces éléments conduira à porter là également une grande attention à la jurisprudence pour savoir finalement comment on va travailler tout ça pour identifier très clairement la capacité en la matière. Une dernière infraction que je voudrais citer, parce que pour moi, elle est probablement porteuse également, c'est l'inexécution d'une décision de justice. Parce qu'on est bien conscient, en tout cas, on savait d'emblée, depuis la loi de 1980 qui avait introduit cette infraction dans la loi de 1948, que le parquet près la Cour des comptes n'était pas en capacité de le faire du fait d'une déficience, on va dire, du relationnel avec les autres autorités juridictionnelles, donc pas forcément en connaissance des cas susceptibles de conduire à cette sanction. Ça m'amène également ici à formuler une observation. On a souvent reproché à la CDBF de ne pas être efficace parce que ne rendant pas suffisamment d'arrêts à l'année. Là, pour le coup, pour cette infraction, la menace de déférer en CDBF constituait quelque chose d'important qui conduisait souvent à ce que la décision de justice soit exécutée et finalement conduisait à ce qu'il ne soit pas nécessaire de porter l'affaire jusqu'au bout en termes de procédure. Donc ici, pour relativiser un petit peu le propos et rappeler que avec la loi de 1948 pour la CDBF, l'idée c'était pas non plus et systématiquement de se centrer sur cette seule activité juridictionnelle qui ne permettait pas de tout résumer. Voilà pour celles sur lesquelles je pense on va pouvoir un petit peu triturer les méninges pour voir comment le juge va pratiquer et comment tout ça va fonctionner. Tout ceci peut conduire au prononcé d'une amende. Le DB a disparu, par la force des choses, la remise gracieuse l'est également. C'est désormais une amende qui sera prononcée d'un maximum de 6 mois de rémunération, dont le montant sera proportionné. Le juge pourra tenir compte de circonstances qu'on pourra considérer comme étant atténuantes ou aggravantes au sens de la jurisprudence de la CDBF. Le texte est assez précis, il donne des orientations, notamment sur la gravité des faits reprochés, sur la réitération des pratiques prohibées ou encore en fonction de l'importance du préjudice. Il en va de même en matière de gestion de fait. Pour la gestion de fait, de la même manière, le texte est assez précis. Il invite le juge des comptes à tenir compte de l'importance et de la durée de la détention et du maniement des deniers, ainsi que des circonstances notamment dans lesquelles l'immixtion dans les fonctions comptables a eu lieu. On va assister ici donc à une personnalisation des peines et à l'identification de la part de chacun dans les irrégularités commises. Ça fera partie, là aussi également, des difficultés. Comment sera-t-on en capacité de bien répartir la responsabilité, de bien identifier qui a fait quoi? La même chose, c'est finalement une certaine grille d'analyse qui va ressortir de la jurisprudence de la Cour des comptes. On va passer un petit peu à la moulinette tous ces éléments que je viens de vous citer et d'autres encore, bien évidemment. Et on s'attend effectivement à pouvoir en retirer un certain nombre d'avancées, de solutions peut-être prêtes à l'emploi, ou en tout cas une adaptation au cas par cas en fonction des affaires que le juge sera amené à traiter.
Bien évidemment, un certain nombre de questions en résultent. Quels seront les niveaux d'amende? Selon quelle proportionnalité? Comment le juge financier va utiliser ces marges de manœuvre que lui offre le texte pour préciser le montant de ces amendes en fonction de la gravité des faits reprochés? Et c'est cette grille d'analyse qui, effectivement, va nous conduire à procéder à un certain nombre de conclusions et notamment à se poser la question dans quelques, pas mois, mais quelques années, peut-être d'ici 3-4 ans, de l'effectivité de ce nouveau régime de responsabilité. Parce que c'est bien ça l'enjeu, c'est de savoir si ce nouveau régime de responsabilité livrera véritablement des résultats. Est-ce que ce ne sera pas qu'une coquille vide? On s'attend à ce que moins de comptables soient sanctionnés, c'est logique. On s'attend à ce que plus d'administrateurs le soient en comparaison de ce que pouvait faire la CDBF, même si il faut bien relever que sur ces dernières années, la CDBF avait tenté de redynamiser son activité. On avait quand même eu de la jurisprudence intéressante avec des infractions qui n'avaient jamais été sanctionnées. Je pense au maire de Saint-Denis de la Réunion, avec des amendes qui ont été prononcées qui avaient atteint des niveaux inédits jusqu'alors. On pense à la filiale de la Caisse des dépôts et de consignation avec 2 amendes respectivement de 70 000 et 100 000 euros. Et moi, je m'imagine bien la place des avocats de ces 2 personnes qui avaient probablement indiqué « Ne vous inquiétez pas, devant la CDBF, c'est une formalité. Au pire, vous seriez sanctionné à hauteur de 4 ou 5 000 euros. » Et puis finalement, l'avocat qui a dû expliquer pour vous, ce sera plutôt 70 000 et 100 000 euros. Je pense que le moment n'a pas été très agréable pour ces personnes. Alors se pose donc bien évidemment la question, alors que le cadre juridique introduit par l'ordonnance apparaît relativement contraignant, qu'est-ce qu'il en sera de cette activité juridictionnelle? Alors, unifier le contentieux, c'était une nécessité. On est effectivement ici sur une particularité française, je l'avais cité en débutant, au niveau européen et également au niveau extra-européen, puisque si on voulait pouvoir comparer la France, récemment, il y avait encore 2 pays vers lesquels on pouvait se tourner, c'était la Tunisie et le Cameroun, la Tunisie et le Cameroun, qui respectivement ont supprimer cette dualité de compétences juridictionnelles, alors la Tunisie en 2019 et le Cameroun en 2018. Et aujourd'hui, sauf erreur de ma part, Nicolas, tu me contrediras le cas échéant, il ne reste finalement plus qu'un État au monde où on peut atterrir pour découvrir un régime similaire, c'est à Madagascar. Alors, bien évidemment, le texte suscite un certain nombre d'interrogations, d'étonnements, de critiques, de polémiques, concernant, par exemple, la suppression des compétences juridictionnelles des chambres régionales des comptes. Ça tombe bien, l'actualité est prégnante là-dessus. Gaston Defferre en avait fait les filles de la décentralisation. Elles voient leurs compétences juridictionnelles disparaître. Je pense que cette suppression de leurs compétences par les protagonistes, par les principaux concernés, a suscité, au-delà de la surprise, de l'incompréhension. Je l'ai largement partagée. Souvenons-nous toutefois que la Cour des comptes a échappé au pire, parce que si le gouvernement avait suivi les préconisations formulées par Jean Bassère dans son rapport, ce sont également les compétences juridictionnelles de la Cour des comptes qui devaient être supprimées. Donc on peut se demander si le schéma retenu avec l'ordonnance du 23 mars 2022 ne constitue pas un modus operandi dont la Cour des comptes ne pouvait que se satisfaire, trop consciente qu'elle avait probablement trop à perdre par ailleurs. Alors certes, le texte, j'ai envie de dire, ménage les magistrats financiers des chambres régionales des comptes en prévoyant la participation de ces derniers à la chambre du contentieux de la Cour des comptes. Je pense qu'on peut difficilement sauter de l'esprit que cette participation a probablement et surtout pour intention de calmer l'insatisfaction naissante au niveau des chambres régionales des comptes. Sous cette réserve, il n'en demeure pas moins qu'il faudra bien pour la Cour des comptes faire vivre ce texte. Et d'ores et déjà, le parquet, près la Cour des comptes, a communiqué auprès des magistrats financiers des voies et moyens permettant de donner à l'ordonnance de 2022 une consistance minimum. Alors j'en parlais hier soir avec le procureur général justement pour déminer un petit peu le terrain, puisque les propos qui vont venir sont basés sur un certain nombre de notes
réalisées en interne au niveau de la Cour des comptes pour accompagner les magistrats financiers sur leur approche des infractions et faire en sorte de faire vivre le texte. Des notes internes qui, en principe, n'ont pas à circuler, sauf que je les ai réceptionnées effectivement dans ma boîte mail et elles sont très intéressantes, ces notes, parce que elles démontrent bien le dynamisme à l'œuvre au sein du parquet pour faire vivre ce texte et faire en sorte que ce texte ne demeure pas cette coquille vide dont je parlais à l'instant. Ces notes sont à destination des magistrats, des rapporteurs et des vérificateurs des juridictions financières. L'idée est que par une connaissance suffisante du texte, ils puissent faire vivre la compétence juridictionnelle de la Cour des comptes. Alors bien évidemment ici, chacun doit pouvoir évoluer selon, chacune des infractions doit pouvoir évoluer selon un cadrage juridique, appelant selon moi la mise en place de routines, la mise en place d'automatismes permettant de détecter des irrégularités susceptibles d'être renvoyées devant la Cour des comptes. Ainsi, on peut penser à l'usage par l'ordonnateur de son pouvoir de réquisition. Lorsqu'un ordonnateur fait usage de son pouvoir de réquisition, c'est que forcément, il y a quelque chose qui cloche quelque part. Sinon, tout serait fluide et le comptable ne serait pas en capacité, en tout cas ne se mettrait pas en position de refuser de payer. Donc, l'usage par l'ordonnateur de son pouvoir de réquisition doit forcément attirer l'œil, notamment peut-être à l'occasion des observations formulées par les chambres régionales des comptes dans le cadre de leur examen de la gestion publique, et doit attirer l'attention de manière effectivement à détailler un petit peu et à vouloir apprécier pourquoi il y a eu un usage de ce pouvoir de réquisition et finalement, est-ce qu'on ne se trouve pas justement sur un registre susceptible de faire intervenir le juge financier. Alors que l'infraction générique prévue par l'ordonnance suppose une gravité de la faute, le parquet entrevoit également la possibilité de procéder à des rappels à la loi. Il le faisait déjà par le biais d'un certain nombre de communications. Ici, ça pourrait effectivement être systématisé. Alors peut-être à destination soit des petites infractions, on va dire, en tout cas pas suffisamment importantes pour induire l'intervention du juge financier, soit peut-être à propos d'irrégularités constatées qui ne peuvent pas donner lieu à un déféré. En tout cas, la possibilité finalement d'attirer l'attention presque sous la forme d'un avertissement. Moi, ça me rappelle un petit peu les injonctions pour l'avenir que la Cour des comptes pouvait réaliser et les chambres régionales des comptes à leur niveau il y a quelques décennies maintenant déjà de ça, qui ont disparu juste avant les années 2000. Alors, dans son approche des dispositions d'ordonnance, le parquet n'exclut pas non plus la possibilité de juxtaposer les infractions afin de donner au dossier une taille critique et donc une gravité permettant d'introduire ce déféré. Ça, c'est un élément important parce que là, ce serait vraiment un élément qui ne résulte pas directement de la lecture du texte. On a déjà un travail qui est fait pour imaginer finalement d'atteindre une taille critique dans le dossier pour pouvoir se retrouver devant le juge financier. Finalement, ces orientations révèlent déjà pour moi, ce terme je l'ai déjà employé, une dynamique d'accompagnement de la réforme. Et c'est essentiel, car c'est bien évidemment sur ce point que réside le succès de la réforme. On comprend bien que les marges de manœuvre fixées par le texte de 2022 sont très étroites et que finalement, le juge financier, là on parle toujours et très souvent de la création prétorienne et du travail jurisprudentiel qui est fait, à ce niveau-là, il sera essentiel. Et on le sait à quel point le travail de l'homme et du magistrat en particulier, dans l'application de ces textes, peut être essentiel. Alors, c'est cette même dynamique dont doit faire preuve la Cour des comptes si elle veut s'approprier effectivement et faire vivre cette réforme. Et finalement, c'est tout le mal qu'on peut lui souhaiter. Je vous remercie.